Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'animus et l'anima. Nous avons déjà parlé de Carl Gustav Jung lorsque nous avons traité le sujet de l'ombre. Aujourd'hui, on va traiter l'animus et l'anima. Mais d'abord, faisons un bref résumé de ce qu'était l'ombre. Donc l'ombre, c'est ce qui personnifie tout ce que le sujet refuse d'admettre et qui pourtant s'impose toujours à lui, directement ou indirectement. C'est la partie de nous-mêmes que nous préférons taire, non seulement vis-à-vis de la société, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Je cite Carl Gustav Jung, l'ombre est cette personnalité cachée, refoulée, plus souvent inférieure et chargée de culpabilité dont les ramifications les plus extrêmes remontent jusqu'à nos ancêtres et englobent ainsi tout l'aspect historique de l'inconscient. Cette notion d'ombre a toujours fait partie du psychisme humain, et elle est un fond de l'humanité. Dans les mentalités primitives, lorsqu'un individu marche sur l'ombre d'un autre, il lui jette un mauvais sort. Il faudra alors à l'homme, à qui on a marché sur l'ombre, devra prononcer des incantations pour éloigner le malheur. Jung est arrivé à l'ombre par l'effort d'interprétation des rêves. Il apparaît dans les rêves différentes figures qui sont du même sexe que le rêveur, et sont en rapport d'opposition ou d'amitié avec le rêveur. Jung pensait que ces figures représentaient une certaine position d'une part du psychisme du rêveur, position qui était sexuée de la même manière que le conscient, et donc dans une relation relativement analogue à celle du conscient. À la différence des figures qui seront féminines dans les rêves d'un homme ou masculines dans celles d'une femme, qui indiqueront non pas des positions du psychisme parallèles ou analogues au conscient, mais complémentaires, médiatrices vers l'inconscient. Si nous relevons dans les rêves des figures du même sexe que le rêveur, il ne s'agit pas de médiation, il s'agit de parts du psychisme qui pourraient entrer dans le champ de conscience, mais qui ne s'expriment encore que dans les rêves. Il y a une forme intérieure à l'ombre de se manifester dans le rêve. Il y a une forme aussi extérieure. C'est le cas lorsqu'une personne projette sur une autre personne de son entourage certains caractères qui sont cachés dans son inconscient. Nous sommes étonnés, par exemple, de voir un homme très doux qui projette sur une personne une violence qu'elle impute à cette personne qui ne la possède pas, alors qu'en réalité, c'est lui-même, au niveau de son inconscient, que se trouve cette violence. Il est frappant de voir que dans les rêves, l'ombre est toujours de même sexe que le rêveur. Voici un exemple. Un homme rêvait qu'il voyait un homme rentrer dans sa maison. Ils allaient, l'homme et lui, d'une fenêtre à l'autre. À la fin, l'homme allait à la porte derrière et faisait irruption dans la maison. Cet homme, c'était l'ombre. L'ombre était une partie ignorée du rêveur. Elle se conduisait plutôt mal et était guidée par des intentions plutôt louches. Cet homme se considérait comme un modèle de vertu, honnête, honorable, mais il existait un autre aspect de sa personnalité. Il devenait parfois coléreux et se comportait mal, en particulier vis-à-vis d'un de ses collègues avec qui il était de mauvaise foi. Voilà ce que le rêve fait apparaître. Par le truchement de l'ombre et d'autres signes, le rêve mettait en évidence cette partie de lui qu'il devait découvrir. Jung disait en parlant des rêves que c'était par là qu'on rapprochait le plus de la théorie de la compensation. Le rêve compense ou équilibre un aspect de l'inconscient qui requiert une intention particulière. Ainsi, quand cet homme rêve d'un voleur qui essaie de pénétrer dans sa maison, il s'agit des compensations d'un sentiment d'insatisfaction qu'il ressent dans sa vie. La notion de compensation est une des meilleures approches que Jung n'a jamais faites vis-à-vis de la théorie du rêve. L'ombre, s'il est une fonction négative, peut barrer en nous l'accès au conscient des virtualités créatrices qui sont en notre inconscient. Cette part de l'ombre peut être due aux formations sociales, aux interdits de la société. Mais l'ombre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas seulement négative. Si les tendances refoulées de l'ombre n'étaient que mauvaises, il n'y aurait pas de problème du tout. Sauf que l'ombre, de manière générale, est quelque chose de primitif, d'inadapté, mais non d'absolument mauvais. Elle contient même certaines qualités enfantines qui pourraient, dans une certaine mesure, embellir l'existence humaine. Ne pas accepter en soi-même cette présence de l'ombre présente un danger pour l'équilibre psychique, non seulement dans la vie de l'individu, mais aussi dans la vie des sociétés et des civilisations. Connaître et accepter son ombre achemine vers cette modestie qui est nécessaire à la reconnaissance de ses imperfections. C'est cela, l'acceptation consciente de ses petitesses et la prise en considération consciente de ses mesquineries personnelles et de ses imperfections qui est l'attitude la plus nécessaire chaque fois qu'il s'agit d'établir une relation humaine. La relation humaine ne repose pas sur la perfection et sur la différenciation qui mettent en relief les différences et les oppositions. Elle repose bien plus sur ce qui, dans l'être, est imparfait, faible, ce qui a besoin de secours et de soutien, sur tous ces éléments qui sont le motif de la dépendance. Ce qui est parfait n'a que faire de l'autre, alors que ce qui est faible cherche un adossement, et par conséquent n'oppose rien au partenaire qui le coince dans une position subordonnée ou qui l'humilie par une supériorité morale. Lorsque l'homme
Une société refuse cette partie de faiblesse, cette partie d'ombre, il faut bien qu'elle s'exprime. Alors que font-ils? Ils effectuent une projection. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, parce que pour ce qui est des différentes façons dont l'ombre s'exprime, on a déjà fait une petite série de 3 vidéos dessus, je vous invite à aller les voir. Comme tout ce qui est inconscient, tout ce que nous ne sommes pas maîtres, l'ombre en est une projection. Par le terme de projection, Jung entend faire l'expérience de quelque chose à travers quelqu'un d'autre qui nous représente. Les projections de l'ombre jouent un rôle important en politique. Elles apparaissent par exemple lors de rapports entre deux grandes puissances. Elles se font tant de reproches, s'approchent avec tant de méfiance et de critiques mutuelles que l'on ne peut s'empêcher de penser qu'elles projettent l'une sur l'autre leurs sentiments de défiance et leurs problèmes sociaux. L'accomplissement même de la vie et sa totalité même exigent l'équilibre, et aussi un équilibre de joie et de peine. Mais parce que la douleur est positivement désagréable, l'homme préfère naturellement ne jamais devoir mesurer ni sonder à combien d'angoisses et de soucis l'être est voué. C'est pourquoi on parle toujours avec une bienveillance assez oiseuse d'amélioration, de bonheur, aussi grand que possible, en oubliant que le bonheur est empoisonné si la rasade d'amertume et de malheur qu'il comporte n'est pas incluse. La souffrance mène l'humain à approfondir sa vie. Sans souffrance, on devient superficiel. On supporte la souffrance, mais on ne s'en délivre pas. L'anima est une figure unique pour l'homme. L'animus est une figure multiple pour la femme. L'anima a des racines, des origines, les unes biologiques et les autres formatives. Au niveau biologique, chaque être est bisexué. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps de l'évolution embryologique que l'être voit son sexe se préciser de façon déterminée vers l'un ou l'autre sexe. C'est si vrai que certains êtres ne jouissent pas de cette maturation jusqu'à son terme et restent des êtres intersexes. Même chez l'homme le plus homme, il reste des traces embryologiques qui fait qu'à titre d'évocation, pour mémoire biologique, il porte des traces du système glandulaire de l'autre sexe. Il semble que ce soit cette donnée qui fasse partiellement le lien de l'anima, car à cette polarité féminine au niveau biologique correspond une polarité féminine au niveau psychologique. L'homme garde dans son inconscient une trace d'une psyché féminine. Le pressing de l'inconscient chez l'homme est féminin et le pressing de l'inconscient chez la femme est masculin. C'est à travers cette coexistence psychique, émotionnelle, affective avec la mère que le petit garçon constitue son anima. La même chose vaut pour la fille qui constitue son animus à l'adresse du père, en passant par un détour plus long à travers la mère, étant bien entendu que c'est la mère qui, par l'acceptation qu'elle a de son mari, présentifie au contact de l'enfant la présence du père dans les premières années. Et ce n'est que petit à petit, à travers ce vecteur de médiation maternelle qui accepte la masculinité du père-mari, ce n'est qu'à travers la mère que la petite fille prend un contact qui d'abord était second avec le père et la masculinité. C'est à travers ces vécus en fonction du père et de la mère que les jeunes enfants meulent leurs imageries de l'anima et de l'animus. L'homme, dans son conscient, est facilement polygame, alors que l'imagerie inconsciente de l'anima est monogame. La femme, au contraire, dans son inconscient, est polyandrique, et son animus, à l'opposé de l'anima qui est seul et unique, est sous forme d'une pluralité de figures mâles. Mais que ce soit l'anima ou l'animus, au niveau de la psyché profonde de l'être, la dignité singulière de cette fonction psychologique est quelle est la fonction intermédiaire entre un conscient qui fait que l'homme est entièrement viril et mâle et ignore tout du féminin, et à l'inverse chez la femme, un conscient qui n'est que la féminité, si elle l'accepte bien sûr. Dans sa première forme inconsciente, l'animus est une instance qui engendre des opinions spontanées, non préméditées. Il exerce une influence dominante sur la vie émotionnelle de la femme, tandis que l'anima est semblablement une instance qui engendre spontanément des sentiments, ceci exerçant une influence sur l'entendement de l'homme et entraînant sa dissensation. L'animus se projette donc de préférence sur des personnalités notoires, intellectuelles et spirituelles. L'âme, au cours du processus d'individuation, s'adjoint à la conscience du moi et possède donc chez l'homme un indice féminin et chez la femme un indice masculin. L'anima de l'homme cherche à unir et à rassembler. L'animus de la femme cherche à différencier et à reconnaître. Il y a là des positions contraires qui constituent, au plan de la réalité consciente, une situation conflictuelle, même quand la relation consciente des deux partenaires est harmonieuse. On trouve vertueux que l'homme refoule autant que possible ses caractères féminins. Le refoulement des tendances et des caractères féminins conduit naturellement à une accumulation de leurs exigences dans l'inconscient. L'imago de la femme devient naturellement le réceptacle de ces exigences, et c'est pourquoi l'homme est souvent tenté de choisir en amour la femme qui correspond le mieux à sa
propre féminité inconsciente, c'est-à-dire la femme qui pourra accueillir sans difficulté la projection de son âme. Et c'est là qu'est le danger, car si cette projection est une part négative, l'homme sera entraîné dans cette spirale négative, et alors nous assistons à ces drames passionnels. La fascination qu'une femme exerce sur un homme peut venir uniquement de ce qu'elle représente pour lui, sa propre dimension féminine ignorée, dissimulée et primitive. Si notre relation avec notre mère ou notre père était positive, nous aurons tendance à projeter sur l'autre les qualités désirables que notre parent avait, dans l'espoir de retrouver le paradis de notre enfance. Prenez par exemple un jeune homme chouchouté et adoré par sa mère. Si t'es un petit garçon doux et adorable, dévoué à sa mère et lui a renvoyé son énergie nourricière, il a pu refouler ses traits en grandissant et en devenant un homme indépendant qui entretient son image virile. Dans la femme qui éveillera en lui une association avec sa mère, il verra en elle la capacité à l'adorer, qu'il désire secrètement. Cette impression d'obtenir ce qu'il veut intensifie son excitation et son attirance physique pour cette femme. Elle lui offrira les qualités qu'il n'a jamais développées en lui. En fait, il tombe amoureux de son anima qui prend la forme de la femme qu'il désire. Si nos sentiments envers notre mère ou notre père étaient essentiellement ambivalents, donc leur attention était irrégulière, on essaiera de renouer la relation d'origine en tombant amoureux de quelqu'un qui nous rappelle cette figure parentale imparfaite, dans l'espoir de soustraire ses qualités négatives et d'obtenir ce qui nous a manqué dans notre petite enfance. Si les relations étaient négatives, on cherchera quelqu'un avec des qualités opposées à celles du parent, souvent une nature sombre. Par exemple, une petite fille qui aura eu un père trop strict, distant et critique aura peut-être eu envie de se rebeller, mais n'aura jamais osé le faire. Devenue jeune femme, elle pourrait être attirée par un homme rebelle, non conventionnel, qui représente le côté sauvage qu'elle n'a jamais pu exprimer et qui est l'opposé de son père. Le rebelle est son animus, désormais extériorisé sous la forme de ce jeune homme. En tout cas, quoi qu'il en soit, que l'émotion, que l'association soit positive, négative ou ambivalente, des émotions fortes sont provoquées. En nous sentant transportés vers la relation primaire de notre enfance, nous agissons souvent de la manière opposée à celle de la persona que nous représentons dans notre vie de tous les jours. Nous devenons agités, en manque d'affection, obsessionnels, dans le contrôle. L'anima et l'animus ont leur propre personnalité, et lorsqu'elles s'animent, nous devenons la personne B. Puisque nous sommes en relation, non avec les hommes et les femmes que nous rencontrons tels qu'ils sont, mais avec nos projections, nous finirons alors par être déçus. Et ça de manière incontestable, comme s'ils étaient responsables de ne pas être ce qu'on avait imaginé. La relation finit par échouer à cause d'erreurs de communication et de lecture mutuelle, et, inconscients de la cause, nous repartirons dans le même cercle vicieux avec la personne suivante. Les variantes de ces schémas sont infinies, car chacun possède des circonstances particulières et des mélanges de masculin et de féminin individuels. Par exemple, il y a des hommes qui sont plus féminins du point de vue psychologique que les femmes, et des femmes qui sont plus masculines du point de vue psychologique que des hommes. S'il est hétérosexuel, l'homme sera attiré par une femme masculine, qui possède des qualités qu'il n'a jamais développées en lui. Il a davantage un animus qu'un anima. De son côté, la femme sera attirée par des hommes avec une touche de féminité en eux. Il existe de nombreux couples controsexuels qui peuvent très bien fonctionner en tant que chaque partie obtient ce qu'elle désire. Un bon exemple serait le couple formé par le compositeur Frédéric Chopin et l'écrivaine George Sand, où Sand jouait davantage le rôle de l'époux et Chopin celui de l'épouse. Si la personne est homosexuelle, elle cherchera quand même des qualités controsexuelles, peu développées chez son partenaire. En général, les gens ont un déséquilibre. Ils s'identifient à l'excès avec le masculin ou le féminin et sont attirés par l'opposé. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt.